Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir, Armel de Roton et moi-même, pour ce parcours valoriser et développer les compétences de coopération territoriale. Je vous félicite d'avoir choisi ce parcours. Les trois parcours étaient tous les trois tout à fait passionnants et effectivement, le choix a été difficile, mais nous allons essayer de vous démontrer avec les 9 grands témoins de ce parcours que vous avez fait le bon choix en étant avec nous. Euh, je regarde un petit peu la temporalité. Alors, je les reciterai tout à l'heure, mais merci à Valérie Dumonté, à Frédéric Lamprecht, à Pascal Frémaux, à Georges Ders, à Cécile Cotte, à Bruno Hérault, Anne-Valérie Crespo, Sylvain Rigaud et Bernard Alix, dans l'ordre de leur apparition, d'être avec nous pour co-animer ce parcours et travailler sur ce sujet. Merci aussi à Armel de Roton, la chargée de communication de l'Observatoire des partenariats, de m'assister notamment pour que chacun d'entre vous n'hésite pas à mettre vos commentaires, vos idées, on en reparlera bien évidemment, mais vos ressources tout au long de ce parcours, puisque bien évidemment, l'objectif est que ça soit un temps d'interconnexion et de partage. C'est bien le principe même qui est au cœur de cette dynamique, valoriser et développer les compétences de coopération territoriale. Alors pour ne pas prendre plus de temps sur un temps qui est déjà court, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 11h, jusqu'à midi et demi et nous serons ensuite ensemble de 14h à 15h45 pour laisser une petite pause avant la session conclusive de 16h et riche de ce que nous avons entendu à cette session introductive. Je vous propose, sans plus tarder, de commencer la présentation en d'abord rappelant, et c'est peut-être le point le plus important de ce parcours, de rappeler que cette rencontre, ces premières rencontres nationales de la coopération territoriale, sont le fruit d'une diversité de partenaires, de regards croisés qui ont pu co-construire cette journée sous l'impulsion du comité 21 qui déjà, après le Tour de France des ODD qu'il avait eu l'occasion de faire pendant 3 ans, avait finalement pu prendre le pouls de la qualité et de la quantité finalement de ces dynamiques d'initiatives territoriales qui incarnent le 17e objectif de développement durable en pratique. Alors pourquoi ce parcours? Eh bien parce que l'étude d'impact entre 2018 et 2022 de l'Observatoire des partenariats, qui a analysé le faire alliance en France en qualifiant, mesurant et illustrant de façon extrêmement concrète les effets des coopérations, et en mesurant tout aussi efficacement cette envie d'alliance de pouvoir développer ces coopérations, mais avec une vraie question, que ce soit des élus locaux, des entreprises, des associations, des citoyens, des acteurs du monde académique, c'est comment fait-on? Cette dynamique, et sans doute si les pays du Sud avaient exigé en 2015 des pays du Nord que soit ajouté en une nuit ce 17e objectif, c'est que la question de la méthode n'est pas aussi triviale que ça. Et donc, bien finalement, si aujourd'hui on sait en mesurer les impacts, si aujourd'hui on sait qu'il y a une envie d'alliance, eh bien, en revanche, il nous reste à inventer, et c'est bien ce fameux 17e objectif de développement durable, le comment faire. Alors, dans ce cadre-là, les travaux de recherche menés avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et les prises de parole annuelles de la Fondation des territoires, dont je remercie Valérie Dumonté, vice-présidente, d'être parmi nous aujourd'hui, ont éclairé l'année dernière à la fois les 4 leviers de pouvoir finalement
montrer la richesse et comment accélérer ces initiatives territoriales à travers une valorisation de la connaissance empirique, une capitalisation numérique partagée, des compétences transverses d'ingénierie territoriale diverses et variées, qu'elles soient publiques comme chez les chefs de projet innovation territoriale ou privées chez les catalyseurs territoriaux, et puis cette capacité à investir, bien évidemment, dans cette ingénierie d'alliance au plus près. Et pourquoi est-ce que ces travaux sont importants? Parce que ce soit ceux de l'Institut pour la recherche avec le Rameau ou que ce soit ceux de la Fondation des territoires qui a été co-construit avec les ministres successifs en charge de la cohésion des territoires, c'est réellement de pouvoir valoriser et partir non pas d'une réalité vue d'en haut, mais du premier kilomètre de cette réalité co-construite avec les acteurs locaux. Et justement, comment finalement s'est construit ce parcours que nous allons vivre ensemble durant 4 heures? Eh bien, il s'est construit avec 4 conditions sine qua non pour pouvoir finalement cheminer ensemble dans de bonnes conditions. D'abord, la première, c'est de partir de ce premier kilomètre des besoins, des ressources et des envies d'engagement, plutôt que du dernier kilomètre des solutions. C'est nous inviter, chacun d'entre nous, à sortir de ce que nous savons, de ce que nous faisons, pour finalement inverser ce regard en regardant ce que les autres font et la diversité de la façon dont les autres pratiquent. Le deuxième élément, c'est de respecter, et Philippe de Sertine l'a très bien dit dans son introduction à ces rencontres, c'est de respecter la diversité des territoires. Parce que cette diversité, elle est source de pertinence pour territorialiser les transitions, plutôt que de vouloir simplement valoriser le ou les modèles qui seraient perçus comme les plus performants. Pour pouvoir répondre à la diversité des besoins, il faut une diversité des solutions et il faut éviter ce que nous avions appelé, Laura Flessel et moi-même, en 2014, lorsque nous étions dans le comité de préparation au comité de la candidature aux Jeux Olympiques, ce qu'on avait appelé le syndrome des JO, c'est-à-dire si on fait croire à tout le monde que chacun est Teddy Riner et que la seule performance, ça soit ça, on est à côté de l'esprit des Jeux Olympiques et on l'a bien vu l'année dernière, c'est bien dans la capacité de valoriser nos athlètes, mais aussi la qualité de l'engagement de l'organisation, la qualité de l'engagement des bénévoles et surtout et peut-être ce tour de France qui montrait à quel point le sport était une question locale qui a évité ce syndrome des JO où on regarde les stars en se disant ce n'est pas pour moi, au contraire, c'est pour chacun d'entre nous. Le troisième condition, c'est d'écouter les récits en respectant les espaces et les temps. Plutôt que de sauter sur la première boîte à outils disponible, il faut dédramatiser le passage à l'acte parce que nous sommes tous des Monsieur Jourdain en puissance sur la coopération territoriale. Même ceux qui pensent ne pas le faire ou ne pas le savoir le font déjà en partie. Et donc notre capacité à révéler ce qui est fait plutôt qu'à mettre ou éloigner ce qui devrait être fait, nous invite à véritablement une pédagogie par l'action. Euh, et pour une raison très importante, et c'est la quatrième, c'est que c'est dans la durée de l'apprentissage d'un parcours de vie que se jouent ces coopérations territoriales, parce qu'elles ont une caractéristique, c'est qu'elles se vivent bien plus qu'elles ne se disent. Et que c'est bien de l'expérience vécue, quelque part, que on tire cette capacité à agir ensemble. Et comme le disait déjà Confucius, eh bien, l'expérience est une bougie qui n'éclaire que soi-même. Et donc, quelque part, le point important dans tout cela, c'est comment on peut le vivre. Et cette capacité à montrer finalement que cet ODD 17 en pratique, eh bien, nous savons déjà ensemble le faire, même si aucun d'entre nous le sait seul. C'est ce qui avait été notamment porté dans une co-construction territoriale en 2021 suite à la proposition de loi d'expérimentation d'un droit d'alliance d'intérêt général par la Fondation des territoires, qui avait publié une charte du Faire Alliance, co-construite avec les territoires, du local à l'international. Nos amis marocains nous avaient éclairé sur la façon de pratiques différentes jusqu'au plus local de nos territoires. Et puis, cette charte a ensuite été déclinée dans le cadre du fonds ODD 17 et il a été conjointement signé par la ministre de la Jeunesse et de la Vie associative et les instances représentatives de nos territoires ruraux. Et vous aurez reconnu, bien évidemment, l'ANPP, territoire de projet. Alors, une fois que ceci est dit,
comment allons-nous vivre finalement ce parcours? Eh bien, nous allons justement vivre ce parcours comme celui de l'expérience de la coopération territoriale tout au long de son parcours de vie. Comment, dans sa jeunesse, on peut contribuer, on peut vivre l'expérience de cette coopération territoriale dès le plus jeune âge? Comment, concrètement, au cours de sa formation, on peut agir ensemble en territoire au sein d'un établissement d'enseignement supérieur? Comment, dans son expérience professionnelle, on peut élaborer, piloter, évaluer une démarche de co-construction territoriale? Alors oui, nous changeons de regard. Nous ne sommes pas dans ceux qui font, mais nous sommes dans ceux qui vivent, qui le vivent, les femmes et les hommes, qui tout au long de leur vie contribuent et participent à cette coopération territoriale. Et pour aller plus loin, je vous inviterai, si cela vous intéresse, de revenir aux sources des travaux qui ont été mis en commun, notamment avec le comité 21 et bien d'autres, plus d'une centaine de réseaux publics et privés, à travers la plateforme de capitalisation partagée odd17.org et le cycle à la fois hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel de l'ODD17 en pratique, sur lequel tout ce qu'on va se dire aujourd'hui est largement partagé. Alors, pour pouvoir le faire, bien évidemment, il faut pouvoir le faire ensemble. Et donc, nous vous invitons à deux logiques pour le faire ensemble. D'abord, de pouvoir partager vos réactions en direct. Et c'est là où nos amis du chat sont utiles. Notre ami numérique est très utile. Et c'est Armel, derrière le chat, vous savez, il y a toujours des femmes et des hommes quand même pour lire et regarder. Armel de Roton qui est à mes côtés pour être à votre écoute, pour vous faire sur votre ambassadrice. N'hésitez pas à faire vos commentaires, vos questions. Et bien évidemment, Armel se chargera de les relayer. Puis le deuxième pilier, la deuxième jambe de ce parcours, c'est de partager des ressources. Un premier socle de connaissances a été mis en commun et vous pouvez le trouver sur Klaxoon. Et n'hésitez pas tout au long de ce cheminement aussi à partager vos ressources, pas seulement vos idées, vos commentaires, vos questions, mais aussi vos ressources, puisque l'objectif est à partir de ce socle commun de pouvoir finalement partager ensemble notre connaissance en commun. Et pour le faire, bien évidemment, vous n'allez pas m'écouter tout au long de ces 4 heures, ça serait bien pénible. Vous allez surtout écouter des femmes et des hommes qui l'ont fait et qui l'ont fait dans des fonctions radicalement différentes. Ça peut être en tant qu'élu local. Vous aurez Valérie Dumonté, la vice-présidente du département de l'Aude, vice-présidente de la Fondation des territoires, qui nous parlera de l'importance de faire des politiques jeunesse avec les jeunes et de co-construire les mises en œuvre avec l'ensemble des acteurs publics et privés d'un territoire. Vous aurez Frédéric Lamprèche, chargé de mission des relations école-entreprise du 94 de l'Académie de Créteil, qui vous redira comment du respect de ce qui se fait dans chacune des communes, un territoire comme Paris-Est-Marne-et-Bois a pu expérimenter une forme de agir ensemble en territoire qui aujourd'hui est en train de se partager entre les 3 territoires qui constituent le département sous l'impulsion non plus des élus locaux, mais aujourd'hui de l'Académie de Créteil. Vous aurez Pascal Frémaux, bien évidemment, la présidente bien connue de l'Alliance internationale des ODD, qui, de France à l'ensemble du monde entier, promeut les ODD avec un petit cadeau pour vous. Vous aurez la façon dont les enfants, aujourd'hui, peuvent être nos meilleurs ambassadeurs sur cette question des ODD. Cécile Cotte, qui est ingénieure d'études chargée d'ingénierie de formation sur le campus de Clermont-Ferrand, viendra et aussi, mais co-rédactrice avec Laurent Lély d'une note extrêmement inspirante sur les compétences des chefs de projet en innovation territoriale, contours, compétences et métiers en émergence de ces fonctions-là. Vous aurez la chance aussi d'avoir Georges Ders, qui est le créateur d'un DU à l'université de Toulouse-Capitole avec le pacte civique, à partir notamment d'expériences de terrain comme la co-construction d'une politique publique de jeunesse dans la collectivité de Tournefeuille. Vous aurez
vous excuserez Bruno Hérault qui a dû partir à l'étranger, mais on commentera comment les étudiants du Master TAC réinventent la co-construction et la culture dans leur territoire à Saumur. Vous aurez la chance d'avoir Anne-Valérie Crespo, qualifiée maître de conférence à l'université de Montpellier, et par ailleurs une enthousiaste ambassadrice de La Poste à travers l'action et l'engagement sociétal de La Poste en Occitanie. Vous aurez Sylvain Rigaud, le délégué général du réseau national des maisons et des associations qui travaille depuis maintenant 30 ans à mobiliser l'ensemble du tissu associatif et de l'engagement bénévole au cœur de nos territoires. Et vous aurez, last but not least, dans l'ordre de passage, Bernard Alix, qui est chef de projet mission développement des pratiques pédagogiques d'une CNFPT sur les pratiques innovantes pour nous parler de comment la philosophie contribue à renouveler notre façon d'appréhender finalement ces méthodes, puisque nous en parlerons tout au long de ce parcours. La question n'est pas simplement des outils, des modes de gestion, des réglementations, des référentiels. C'est aussi et avant tout une aptitude, une pratique à être ouvert sur les autres et à construire avec les autres. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la première session, puisque tout au long de la vie, ça veut dire de commencer dès le plus jeune âge. Comment on peut faire vivre l'expérience de la coopération territoriale dès le plus jeune âge. Nous aurons ensuite ce matin une deuxième session sur agir en territoire au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Et à 14 heures, je vous invite à revenir puisque nous aurons élaboré, piloté et évalué une démarche de co-construction territoriale avant de pouvoir se poser la question de quelle convergence d'apprentissage tout au long de la vie. Mais sans plus attendre, partons de la façon dont les jeunes eux-mêmes voient cette capacité à co-construire le territoire. Vous savez, souvent dans les études, on fait parler les gens, mais et quelque part, on ne leur laisse pas la parole. Dans le cadre de l'Observatoire des partenariats et en lancement du nouveau plan quinquennal, l'étude La parole des jeunes en action a pu écouter très patiemment les jeunes de 18 à 24 ans et de 25 à 30 ans dans une étude représentative à l'univers de nos territoires métropolitains, malheureusement pas ultramarins, nous n'avons pas pu aller dans ce niveau de précision, mais à l'échelle de nos grandes régions. Et c'est très intéressant, bien évidemment, d'écouter la parole des jeunes eux-mêmes. C'est une parole qui a ensuite été mise en débat au niveau du CESE dans le cadre d'un colloque Jeunes et Territoires 2050, co-présidé par le président du CESE et la ministre de la Jeunesse et de la Vie associative de l'époque. Ça a fait l'objet d'un dossier de capitalisation dans Juris Association pour montrer déjà la diversité des formes d'engagement des jeunes. Et puis tout cela a été fêté très dignement dans le cadre du Festival de l'Apprendre à l'occasion de la 6e journée mondiale de l'éducation, l'année dernière, en 2024, en janvier 2024. Alors qu'avons-nous appris à l'écoute des jeunes? Et ça, je pense que c'est vraiment très important parce que avant de vouloir faire pour, et c'est peut-être ça le sujet le plus important, il faut faire avec. Déjà, pour le jouet collectif, pour la jeunesse, que ce soit les 18 à 24 ou 25-30 ans, c'est une évidence. Nous ne pourrons pas résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, écologiques, économiques, sociaux, sans jouet collectif entre collectivités, associations, entreprises d'un territoire. C'est 70% de nos jeunes qui nous le disent. Et ce qui est très intéressant, on parle souvent du désengagement des jeunes sur tous les critères d'engagement, puisque cette étude suivait l'étude sur la même étude sur impact citoyen sur l'ensemble de la population française. Sur tous les sujets, à l'exception de la consommation, ils sont plus engagés que leurs aînés, sous 3 conditions. Et c'est peut-être ça où c'est intéressant d'entendre les jeunes eux-mêmes en parler. D'abord, il faut agir avec eux, bien au-delà des mots. Ce qui les intéresse, ce n'est pas avant tout la gouvernance, ce qui les intéresse, c'est avant tout l'action. Et ça, nous devons l'entendre. Le deuxième point, c'est que pour eux, il ne faut pas choisir entre intérêt général et leur propre épanouissement. Il faut faire ensemble. Si on n'est pas à la fois utile et épanoui, ça ne sert à rien, ça ne peut pas fonctionner. Et le troisième élément, c'est d'être écouté et reconnu pour leur engagement et pour la spécificité de leur engagement.
Et ce qui est très intéressant écoute les jeunes, c'est qu'effectivement, cette urgence d'agir ensemble en territoire, en disant, ça n'est pas hors sol qu'on peut le faire, c'est en proximité que nous devons le faire, est à corréler avec leur vision de l'avenir, puisque pour 31% des jeunes, 2050 est la fin du monde. Pas la fin d'un monde, la fin du monde. Heureusement, 48% de nos jeunes pensent que l'avenir sera meilleur et le reste entre les deux se questionne. Comment peut-on être un pays dit civilisé en acceptant que un tiers de ces jeunes entre 18 et 24 ans pensent que à l'échelle de 30 ans, nous sommes à la fin du monde. Il est bien évident que cette question de comment on co-construit avec eux, puisque pour 70% d'entre eux, c'est bien en territoire, dans l'action concrète, respectant la spécificité des territoires, que l'on peut construire les modèles de 2050. Ça n'est pas hors sol, ça n'est pas hors champ. Il faut retrouver une stratégie d'enracinement. Et cette question-là, bien évidemment, le cycle de l'ODD 17 en pratique l'a largement transmis à travers un récit, des interviews, des webinaires sur comment ça impacte les nouveaux modèles socio-économiques, les podcasts du journaliste Patrick Longchamp. Toute cette ressource, elle est disponible. Mais ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas cette ressource disponible et ce que demandent les jeunes. C'est comment c'est déjà vécu par les jeunes grâce à nos territoires qui sont déjà dans l'action. Alors je vous propose d'écouter trois témoignages extrêmement intéressants, extrêmement enrichissants, d'abord parce qu'ils proviennent d'acteurs très différents. Une collectivité territoriale, un acteur institutionnel de l'enseignement et puis une association d'intérêt général. Et nous allons commencer par vous, Valérie Dumontet. Vous êtes vice-présidente du département de l'Aude. Et si vous êtes aussi vice-présidente de la Fondation des territoires, ça n'est sans doute pas par hasard, puisque d'abord, rappelons que le conseil départemental de l'Aude est l'un des deux départements français à avoir créé un conseil économique, social et Environnement. environnemental euh, départementale. Vous savez que les Césaires sont obligatoires, mais pas les CESE à l'échelle d'un département. Et que fort de ce lieu de dialogue, vous allez en amont construire un comité de développement des jeunes pour construire avec eux la politique de jeunesse. Et en aval, vous avez construit une alliance pour la jeunesse audoise où l'ensemble des acteurs publics et privés travaillent ensemble pour construire cette politique de jeunesse. Je pense que c'est particulièrement intéressant à écouter. Valérie Dumontet, la parole est à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Charles Benoît, bonjour à toutes et à tous en direct de ce passionnant, cette passionnante journée. Alors, j'avais prévu de commencer mon intervention par un proverbe africain, mais dans ce que vous avez dit, Charles Benoît, je vais commencer aussi par une petite citation qui est attribuée à Einstein, mais il y a quelque chose qui m'y a fait penser, c'est tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Et dans votre introduction, il y a des choses qui m'ont fait penser effectivement à ça. Je trouve que ça éclaire bien en fait la démarche que j'ai initiée en tant que vice-présidente du département de l'Aude, puisque c'est aujourd'hui de cette place-là que je parle, qui est en gros comment est-ce qu'on peut ouvrir le champ des possibles pour et avec les jeunes. Et j'avais prévu en fait de commencer par un proverbe africain parce que je trouve qu'il illustre tout à fait notre contexte aujourd'hui national et international quand on se préoccupe de la question de la jeunesse. Ce proverbe, c'est l'enfant qui n'est pas embrassé par le village le brûlera pour en sentir la chaleur. Donc aujourd'hui, c'est comment, c'était le point de la démarche quand j'ai été déléguée en tant que vice-présidente à la jeunesse, à la démocratie et à l'action internationale. Ça a été vraiment comment on aborde cette question de la jeunesse dans le contexte du temps présent. Euh, donc notre approche
mon approche, celle que je l'ai initiée, c'était comment est-ce qu'on peut nous donner le signal aux jeunes qu'ils sont embrassés. Et c'est comme ça que je suis partie de la réalité du département de l'Aude pour ouvrir le champ des possibles pour chacun et pour tous les jeunes. Pour chacun dans un parcours individuel, pour tous les jeunes dans des démarches collectives, éventuellement d'engagement. Parce que quand on parle d'engagement, il faut être réaliste et dire que l'engagement, c'est un choix, une volonté. On ne peut pas l'imposer. Il y a des jeunes, ils seront accompagnés parce et c'est leur parcours individuel qui va être important. Et d'autres qui pourront s'engager dans des causes collectives. Ça, c'est aussi des choses à avoir en tête. Donc la démarche a été de partir d'indicateurs alarmants de la jeunesse audoise. Un taux ben, on est plus de tous les territoires métropolitains et outre-mer en termes de jeunes qui sont du taux de jeunes en dessous du seuil de pauvreté, du taux de déscolarisation, du taux de chômage, du taux d'illettrisme. C'est ce que j'appelle les indicateurs alarmants de la jeunesse audoise. Et mis en regard avec la réalité socio-économique du département, du territoire. Le territoire dont je parle aujourd'hui, c'est le territoire départemental. Il est à la fois cohérent et unique, et en même temps, à l'intérieur de lui, il y a énormément de diversité. Et donc, l'analyse de cette diversité de situations, les immobilités géographiques, les immobilités mentales, les immobilités sociales, les immobilités éducatives. Comment est-ce qu'on impulse une démarche à l'échelle d'un territoire en respectant et en prenant en considération les diversités de situations? Et donc, impulser une mobilisation collective pour dire on ne peut plus se satisfaire de ces indicateurs alarmants. On voit bien qu'il y a énormément d'acteurs qui agissent dans le champ de la jeunesse, mais puisque ces indicateurs sont alarmants, ça veut dire que ce que l'on fait, chacun sans doute dans nos coins, le mieux possible, avec honnêteté, avec confiance dans les dispositifs, mais ça ne marche pas puisque les indicateurs alarmants ne bougent pas. Donc, comment est-ce qu'on lance cette mobilisation collective qui ont été les prémices de l'Alliance pour la jeunesse audoise, en disant notre responsabilité est de constater nos faiblesses, de nos actions, et de se dire comment ensemble on peut transformer la façon d'agir et avoir un impact pour inverser ces indicateurs. Ça, c'était vraiment la mobilisation des acteurs du champ de la jeunesse. Et la réflexion parallèle, c'était, mais comment on le fait avec les jeunes? Comment est-ce qu'ils sont intégrés à cette co-construction? Mais rapidement, je me suis dit, attention, on ne doit pas non plus vouloir absolument faire de la participation ou de la co-construction parce que c'est à la mode, parce que c'est bien de le faire. J'ai constaté très vite qu'il y avait d'abord, il fallait avancer sur les deux pieds parallèlement pour qu'ensuite ils se rencontrent. Donc, on a travaillé d'une part avec les acteurs de la jeunesse parce qu'il a fallu créer cette alliance, déverrouiller les méfiances, déverrouiller l'approche par dispositif descendant, déverrouiller les égos, déverrouiller le cloisonnement, etc. Et ça veut dire prendre du temps. Prendre du temps pour créer de la confiance. Prendre du temps pour élaborer ensemble le défi auquel on se confronte. Prendre du temps pour bien cerner ce à quoi on veut s'attaquer, le porter ensemble et en faire des communs. Et ça, c'est une démarche qui doit être à la fois lente, ponctuée d'actions concrètes, d'expérimentation et d'actions qui vont justement permettre de dire, vous voyez, en faisant différemment les choses, on a provoqué des changements. Ça, on l'a fait accompagner avec une démarche un peu sociologique, mais aussi une démarche d'animation transversale d'un groupe qui s'appelait l'Alliance pour la jeunesse audoise. Et en parallèle, la mise en place d'un conseil départemental des jeunes qui est une forme très disruptive, on va dire, puisque l'idée que j'ai eue, c'est ne recréons pas une instance calquée sur sur ce qu'on connaît, nous, les conseils départementaux, les conseils municipaux, etc., avec des élections, avec des délégués, avec un président, avec un maire, là, là, bon.
Non, le conseil départemental des jeunes de l'Aude, il est ouvert à qui veut y rentrer à partir du moment où il accepte une charte qui a été pour le coup écrite, coécrite avec un panel de jeunes venant de tous les territoires de l'Aude. Et avec ce panel de jeunes, on a conçu le conseil départemental des jeunes. On s'est appuyé, bien sûr, sur les travaux du Conseil économique, social et environnemental auquel il a été fait allusion, dans l'Aude, qui existe depuis maintenant 40 ans dans l'Aude et qui continue d'évoluer et d'être à nos côtés au département, qui est la reconnaissance de l'intérêt et de l'importance des corps intermédiaires aux côtés des corps intermédiaires qui portent bien leur nom, qui sont la reconnaissance de leur rôle de régulation sociale, en fait, entre les citoyens et les pouvoirs qui décident des politiques publiques. Donc, on a validé ce CESE comme vraiment le travail avec les corps intermédiaires dans leur place et dans le rôle qu'ils doivent absolument occuper dans la société d'aujourd'hui. Et ce conseil départemental des jeunes, il est ouvert, c'est-à-dire il peut y avoir les 52 000 jeunes de 15 à 29 ans du département. Et on travaille aussi par unité territoriale, puisque le Narbonnais, c'est pas comme la Haute-Vallée de l'Aude, c'est pas comme les Corbières. Et une pensée aujourd'hui pour ces Corbières meurtries, devant lesquelles on est confronté à comment est-ce qu'on relève un territoire et avec le plaisir qu'au cœur de la tourmente, les jeunes du conseil départemental des jeunes ont spontanément dit, on veut aider, on veut être là, on veut être les acteurs pour relever ce territoire. Je ferme la parenthèse. Ce qui montre quand même qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait dans le chemin de l'engagement de la place qu'ils se sentent maintenant estimés prendre sur le département. Et voilà, on a travaillé comme ça, l'Alliance pour la jeunesse audoise et le conseil départemental des jeunes avec des ponts et des passerelles qui vont se faire progressivement. Et aujourd'hui, la vision de ce plan d'action inclusif, je le place en perspective des ODD, évidemment. Il y a les ODD que je qualifierais de parcours individuel, c'est-à-dire l'ODD 4, l'éducation, 5, l'égalité, 10, la réduction des inégalités. Ça, c'est les cadres qui permettent la prise en compte des parcours individuels et de l'accompagnement nécessaire vers les parcours et la réalisation des chemins de vie. Et les ODD collectifs, le 16, la paix et la justice, et bien sûr le 17, le faire alliance, qui aide à concevoir la mise en place des cadres sécurisants, qui favorisent l'engagement et la construction des citoyens et en capacité de mobiliser un pouvoir d'agir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on avance ensemble, on expérimente ensemble, on se plante parfois ensemble, mais en tout cas, on est en capacité de faire ces allers-retours et de décloisonner pour se dire comment est-ce que les indicateurs bougent ou pas? Est-ce que notre action collectivement, elle est mieux en le faisant comme ça? Et comment est-ce qu'on peut assurer à ces jeunesses aujourd'hui leur place de citoyens et d'acteurs du monde, quoi. Merci infiniment, Valérie Dumontet. Je retiens trois points essentiels de facteurs clés de succès dans ce que vous avez fait. D'abord, commencer par écouter, et pas seulement écouter les chiffres, même si bien sûr les données sont importantes, mais aussi les femmes et les hommes et les organisations de votre territoire. Faire avec et pas pour. Et j'ai beaucoup aimé le point de dire il faut commencer par faire avec les jeunes d'un côté, avec les organisations de l'autre, et avant de pouvoir finalement faire se rencontrer ces dynamiques convergentes. Et puis peut-être un point qui est essentiel dans toute coopération et que ça prend en faisant, c'est la valeur du temps. Le temps n'est pas notre ennemi, mais le temps est notre allié. Et vous le rappelez, l'importance finalement de ce temps, et c'est peut-être là où il est bon d'entendre des femmes et des hommes politiques, en l'occurrence une femme politique, qui nous parle du temps long. On avait cru que, en fait, seul l'audimat et les présences sur les réseaux sociaux à très court terme étaient devenus l'apanage des politiques. Pardonnez-moi pour cette petite plaisanterie, bien évidemment, qu'il faut prendre au second degré. Et merci de rappeler aussi que l'impulsion de l'intérêt général vient des élus. Et ça m'amène bien évidemment à me tourner vers les institutions, et la première d'entre elles, lorsqu'on parle de l'éducation tout au long de la vie, de l'éducation nationale, et en l'occurrence de l'Académie de Créteil, qui aussi a été à l'écoute.
elle a été à l'écoute du fait qu'un territoire comme Paris-Est-Marne-des-Bois avait, dès sa création en 2016, repris l'initiative et la méthode de deux de ses communes, Charenton et Saint-Maurice, avec Agir ensemble en territoire, pour pouvoir animer un débat sur comment on construit avec l'ensemble des corps intermédiaires. Vous rappeliez l'importance, Valérie, de ces corps intermédiaires et qui a mis en avant finalement du rectorat au MEDEF en passant par l'ensemble des acteurs, la capacité à construire ensemble un avenir pour les jeunes. Et ce qui était particulièrement intéressant dans cette démarche, ça a été qu'elle a été réellement co-construite à partir des actions très concrètes des terrains et des 13 villes, en ne voulant pas avoir une unité d'un programme commun qui calquerait tout, mais comment ces 13 villes de Paris, Est-Marne-et-Bois, finalement, vivent les choses. Alors, je me tourne vers vous, Frédéric Lamprèche, parce que d'abord, vous avez participé très activement au comité de pilotage au niveau de Paris-Est, Marne-des-Bois, et j'allais dire, vous avez suivi l'ensemble de ce cheminement, mais surtout, et je trouve que c'est assez admirable, à un moment donné, le territoire s'est dit, mais ça ne peut pas être limité qu'à notre territoire, même si c'est 500 000 habitants, même si c'est un des 10 grands territoires de la grande métropole de Paris, il faut finalement qu'on travaille dans l'interterritorialité et notamment, et c'est ce qui nous rejoint avec Valérie, au niveau du département et des trois territoires, là encore en respectant chacun. Et il est intéressant que les politiques aient finalement pensé que l'acteur clé pour pouvoir le faire était bien évidemment un rôle de relation entre école et entreprise dans le département du 94, dont vous pilotez la démarche. Frédéric Lamprecht, peut-être de nous donner cette vision de l'importance de partir du premier kilomètre de la réalité de terrain. Euh, tout ça est parti en 2012 18. d'un lycée, hein, le lycée Maurice Schumann à Charenton. Et puis finalement, cette aventure, elle se co-construit maintenant à l'échelle de trois grands territoires avec le département. Pouvez-vous nous en dire plus et du rôle de, bien évidemment, l'acteur académique dans ce sujet-là que vous représentez à travers l'Académie de Créteil. Très bien. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Frédéric, Très merci. bien. Merci Charles Benoît pour cette occasion qui m'est donnée de pouvoir prendre la parole. Avant de commencer toute chose, je voulais exprimer auprès de Madame Dumontet évidemment tout le soutien que nous apportons au département qui a été vraiment très lourdement touché par cet incendie qui nous a tous émus jusqu'aux portes de la capitale. Voilà. Alors, je suis très heureux évidemment d'être parmi vous ce matin. Je m'appelle Frédéric Lamprecht et je suis chargé de mission dans la relation école-entreprise au sein donc de l'Académie de Créteil pour le Val-de-Marne, donc le département du Val-de-Marne. Un département qui est très engagé sur ces sujets, vous l'avez rappelé, Charles Benoît. Je dirais qu'on dit souvent qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, et moi je pense qu'il faut tout un territoire pour le faire grandir. Et c'est tout l'objet de dispositif VitaWin, cette dynamique de terrain qui est partie de l'écoute, que je vais rapidement vous décrire. Et puis ensuite, je vous parlerai de son extension au plan départemental pour conclure. Donc voilà, je vais essayer d'aller relativement vite. Alors je reviens sur ce dispositif auquel j'ai eu la chance de contribuer, l'aventure VitaWin, qui posait une question simple en fait, c'est comment est-ce que on puisse redonner la confiance aux jeunes dans leur avenir, mais également comment est-ce que des structures qui travaillent ensemble en fait n'avaient pas forcément trouvé le bon dialogue pour se parler, pour se comprendre, pour s'entendre, puisque chacun œuvrait dans son secteur avec beaucoup de bienveillance, mais VitaWin a été cette occasion de pouvoir réunir autour de la table des acteurs institutionnels, associatifs, privés, consulaires, voilà, pour pouvoir ensemble trouver déjà un dialogue, en tout cas une façon de pouvoir se comprendre et échanger. Plutôt que d'imposer un programme, on a essayé justement d'ouvrir des espaces de dialogue avec notamment, vous le rappeliez, Charles Benoît, cette expérience qui a eu lieu effectivement à Charenton, où la volonté de l'Éducation nationale, conjointement avec l'école d'entreprise, était d'ouvrir vraiment les portes de l'école aux entrepreneurs. 80 chefs d'entreprise qui débarquent au sein de l'établissement scolaire dans un dialogue
direct avec les jeunes et ensuite avec charge aux jeunes de revenir vers les entreprises avec des petits rapports d'étonnement sur une durée de 4 5 jours qui donnait lieu après à la remise d'un trophée pour pouvoir s'apercevoir, c'était je crois la force du dispositif, que autour de soi, dans son habitat, dans son quartier, il y a des fois plusieurs centaines d'entreprises et on n'en a pas forcément conscience. Je rappelle que le département du Val-de-Marne, qui contient 47 communes, comprend évidemment un département de petite couronne, donc avec une forte densité, ce qui est évidemment spécifique, hein. On ne retrouve pas forcément ça en province. Mais en tout cas, au début, ce dispositif a permis après, quand il a été repris par le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois, effectivement, qui est donc une intercommunalité de 13 communes, eh bien de pouvoir, je dirais là, tester, tâtonner, co-construire un nouveau dispositif qu'on a entièrement créé et qu'on a appelé VitaWin. Le nom est même venu d'un travail qui a été fait par des collégiens. Et je rends là hommage non seulement au collège Charcot à Joinville, mais également à toutes les personnes, parce que j'étais pas tout seul, hein, naturellement, qui ont travaillé sur ce projet vraiment très, très intéressant. Alors, le résultat, eh bien, c'est pas une liste de solutions miracles hein, qu'on a sorti de ces longs mois déjà je dirais, d'échanges et qui ont ensuite donné lieu à la création du collectif, mais ce sont des alliances locales durables, souvent invisibles au départ, mais qui ont permis notamment aux jeunes de se sentir écoutés et d'agir, hein, puisque ça a donné lieu après à des actions. Alors les plus simples étaient portées par des forums des métiers ou des découvertes, et puis les choses un peu plus, je dirais, technique avec la mise en place de cartes, la map in action, là, qui nous a permis de pointer sur le territoire quelles étaient à la fois les entreprises, mais également les organismes prêts à s'investir dans une relation multiple, hein. C'était je suis jeune, je cherche un stage, une orientation, je suis entreprise, je veux accueillir un stage, un stagiaire, pardon, ou alors faire des présentations métiers au sein des établissements scolaires. Je suis une institution, bah, comment est-ce que je peux m'investir, que je sois une commune, une chambre consulaire, une organisation patronale, puisque le MEDEF, la CPME nous ont rejoints sur cette aventure. Voilà. Et puis, évidemment, notre grande maison ici à l'Éducation nationale, puisque ça a été porté par ma collègue à qui je rends un hommage appuyé, Catherine Smith, qui a été ce trait d'union essentiel pour qu'on puisse agir ensemble sur le territoire avec le soutien précieux, je dirais, de l'éducation nationale et donc des établissements scolaires. Alors, VitaWin, je le redis, n'a pas inventé des solutions toutes faites. Il a surtout révélé des acteurs qui avaient envie de faire ensemble. Et puis, il y a peu de temps, s'est posé la question, effectivement, de passer du local, donc on est passé d'une commune à une intercommunalité, au départemental, puisque notre département du Val-de-Marne est constitué de 3 territoires, 3 intercommunalités, et c'était effectivement une articulation, je dirais, nécessaire, mais qui s'est vraiment révélée être une évidence. Et très vite, on s'est rendu compte que ces dynamiques locales, aussi riches soient-elles, restent isolées si elles ne sont pas mises en réseau. Et c'est dans cette logique que nous avons donc lancé la création d'un conseil départemental de la relation école-entreprise qui a pour but également, ici, côté rectorat, de mettre en avant et en lumière les comités locaux école-entreprise, les clés. Nous possédons 10 comités locaux école-entreprise sur le département et c'est aussi pour aider, nourrir et permettre à ces clés de se développer que ce conseil départemental donc a été initié. Alors je dis nous, car ce projet n'est évidemment pas le mien, hein. Il a été monté avec l'appui déterminant de notre DAZEN, donc le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne, mais surtout à partir de l'idée initiée par ma collègue Catherine Smith, qui était, et que je tiens encore à saluer évidemment chaleureusement, de faire circuler les bonnes pratiques entre les territoires et de mobiliser les grands partenaires au plan départemental, plutôt que de les solliciter sur un dispositif communal ou intercommunal. Là, on les réunit une fois, mais quand ils parlent pour l'ensemble des acteurs. Donc le MEDEF, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, France Travail, FAS, Fondation Agir contre l'exclusion, les intercommunalités, voilà. Donc tout ça a permis de créer une vision partagée et de pouvoir proposer de la troisième jusqu'à l'insertion professionnelle, hein, eh bien, des dispositifs innovants. Voilà. Donc, c'est pas une énième instance. Mais pour reprendre un mot, je crois, qui vous est cher, mon cher Charles Benoît, c'est un catalyseur, vraiment de coopération territoriale entre l'amont, où là, en amont, on va être dans l'écoute des jeunes, jusqu'à l'aval,
qui est le recrutement pour pouvoir insérer durablement nos jeunes. Voilà. Et il faut donc tisser ce maillage. Voilà. Alors, j'en arrive après à mes conclusions qui étaient de valoriser ces initiatives et de ne pas imposer un modèle. Je crois profondément qu'il ne faut pas chercher à harmoniser par le haut, on l'a bien compris, hein, mais plutôt à valoriser ce qui marche localement et créer des ponts entre les partenaires qui veulent s'investir, porter des projets. Et en ce sens, je crois qu'on a la chance que tous les feux soient au vert. Certaines communes ont effectivement pour elles des forums innovants, d'autres des entreprises qui sont très engagées sur notre territoire, ou encore des équipes pédagogiques au plan de l'éducation nationale qui sont très inventives et très actives. Mais il ne faut pas étouffer cette diversité par, au contraire, le défi, c'est de ne pas faire pareil partout, mais de faire ensemble et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et ce que nous proposons dans le Val-de-Marne, en ce sens, c'est une forme de méthodologie coopérative qui, je l'espère, restera souple et structurée, mais qui doit évidemment avancer. Alors, en conclusion, je suis convaincu que nous avons tous un rôle à jouer pour aider les jeunes à se projeter, à s'orienter, à s'accomplir. Moi, j'ai dirigé 20 ans une entreprise, donc côté entreprise, avant de rejoindre l'Académie de Créteil, côté donc éducation nationale. À ces différents postes, j'ai pu vraiment observer que la finalité, c'est vraiment de pouvoir aider nos jeunes, hein. C'est ce qui nous a en tout cas, nous, donc, motivés. Et il est temps de passer donc justement de cette coordination formelle au début, qui était celle qu'on retenait il y a quelques années, à quelque chose de beaucoup plus opérationnel et qui permette de redonner aux jeunes ce qu'ils attendent. Je crois c'est surtout un avenir qu'ils peuvent comprendre et construire. Si on ne le fait pas nous en amont à notre échelle, alors je crois que ça sera perdu. Je terminerai avec une conviction qui m'est très forte et une citation que je reprends de Bertrand Schwartz, le père des missions locales, qui disait en 1981, rien ne se fera sans les jeunes. Et je crois que aujourd'hui, eh bien, cette phrase reste évidemment d'actualité et leur insertion ne pourra se réaliser que si nous, justement, institutions, organismes, intercommunalités, etc., eh bien, nous savons les écouter et les considérer et évidemment les respecter. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais je vous remercie de votre Merci attention. Frédéric. Non, vous démontrez que en fait les élus et les corps intermédiaires ont tous la même capacité à pouvoir parler très longtemps de cette coopération territoriale parce qu'elle existe. Et ce qui est très marquant dans ce que vous dites, c'est qu'elle existe à tous les échelons finalement de nos territoires. Et vous soulignez aussi un point qui est peut-être un point complémentaire par rapport à l'intervention de Valérie Dumontet, c'est la place et la relation entre l'acteur public et l'acteur privé, et notamment l'acteur entreprise. Et puis vous avez, je ne peux pas manquer de la citer, puisque vous avez fait mention à cette émergence de ce rôle de catalyseur que nos travaux de recherche avaient souligné dans un travail qui avait été fait avec l'Association des régions de France sous la présidence de Marie-Guide Dufay entre 2012 et 2015 sur cette émergence de cette fonction de catalyseur et de rappeler à cette occasion l'importance de nos agents puisque finalement, il y a de très nombreux catalyseurs qui peuvent être publics ou privés, mais certains d'entre eux sont au sein même de nos collectivités territoriales, et ce n'est peut-être pas un hasard, avec tout ce que vous venez de dire, que l'agent public qui a été à l'origine de ces Agir ensemble en territoire en 2010 est aujourd'hui la coprésidente du réseau des catalyseurs territoriaux, ou plus de 350 facilitateurs de ces liens partout en France métropolitaine et ultramarine se réunissent. Et ça me permet de basculer vers notre troisième intervenant, parce qu'on a beaucoup parlé finalement de l'acteur public, on a parlé des corps intermédiaires, on a parlé de l'éducation nationale, on a parlé des entreprises, mais il y a un acteur essentiel à notre vie territoriale, c'est bien évidemment le tissu associatif qui peut prendre des formes radicalement différentes selon les pays. Et qui de mieux pour nous en parler que Pascal Fremsos, la présidente de AI ODD, l'Alliance internationale des ODD, et qui nous fera un cadeau à la fin, mais je lui demande de ne pas trop dévoiler la fin, parce que je reprendrai à la main ce qui conclura cette première session. En tous les cas, Pascal, finalement, ce qu'on est en train de se dire sur cette capacité à co-construire territorialement parlant des solutions très concrètes avec les jeunes, avec les organisations du territoire, en articulant les territoires, eh bien, vous l'avez vécu, vous, non seulement en France, mais partout à l'international à travers vos travaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Et quelques mots seulement, parce que euh, on laissera la parole aux jeunes, puisque le cadeau que vous nous faites, c'est que ce soit les jeunes qui parlent. Et Oui. donc, on laissera la parole aux jeunes qui nous feront un cours sur les objectifs de développement durable. Et vous verrez que on est capable en 7 minutes d'expliquer ce que certains n'ont toujours pas compris depuis 10 ans. Ma Merci chère beaucoup. Pascale, la Merci parole est beaucoup. à vous pour 2 minutes, puisque les 7 autres minutes sont pour les jeunes. Oui, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un immense plaisir d'être à vos côtés autour de cette table. Et je suis ravie parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi m'aider à résoudre des problématiques. Parce que c'est vrai que quand on travaille sur ces questions de coopération et de participation citoyenne, les enjeux sont immenses. J'ai par ailleurs beaucoup travaillé sur la politique de la ville. Et on voit que quand un quartier n'est plus prioritaire, le dispositif, par exemple, conseil citoyen ou conseil de quartier disparaît. Donc voilà, petite parenthèse, on a remporté un prix national par rapport à la participation citoyenne. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec au moins 13 conseils citoyens et conseils de quartier. Et donc, on a eu des belles expériences. La NCT est venue sur les territoires, mais après, quid de qu'est-ce qui a été fait en fait de ces retours d'expérience? Je pense pas grand-chose. Donc, du coup, il y a moyen à capitaliser peut-être davantage sur des expériences qui sont considérées comme étant positives. Très rapidement aussi, simplement pour vous dire que j'ai, par exemple, organisé un colloque à l'ONU. Donc, on avait une centaine de jeunes qui ont participé. C'était en avril 2025. On va réitérer en 2026, donc dans le cadre de la journée de la conscience et de la paix avec Sophia Straviller. Et on avait une centaine de jeunes, 6 jeunes qui ont fait des interventions vraiment extraordinaires. On avait organisé 21 groupes de travail en amont. Donc voilà, des sortes de plans d'action. Et maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait véritablement de toute cette matière? Moi-même, je ne sais pas quoi faire, en fait, pour tout vous dire, parce que comment restituer ce travail? Auprès de qui? Est-ce qu'on doit le faire auprès de la jeunesse, du ministère de la Jeunesse et des Sports? Donc voilà, j'aimerais bien, peut-être Frédéric ou Valérie, ou je ne Les sais pas, deux. si vous avez des Et sans doute idées, je suis Valérie, et vraiment sans doute preneuse. Valérie en tant que vice-présidente de la Fondation des Territoires. Il y a hier matin un séminaire stratégique de la Fondation sous l'égide de son nouveau président, puisque Jean-Paul Delevoye, qui a été le premier président de cette fondation, vient de Oui, passer la présidence à Philippe Dacosta, qui lui-même quittant la présidence de la Croix-Rouge française. Donc je pense, ma chère Pascale, que il sera très facile de prendre contact avec Valérie. Et juste un point, la vidéo que nous allons entendre a été, moi je l'ai entendue lors d'un remarquable colloque que vous avez fait au Sénat le 28 février dernier sur mettre l'agenda 2030 au cœur des municipales 2026. oui. Je pense que plus que jamais, à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est indispensable. Et je vous propose, si vous en êtes d'accord, cher Pascal, que ce soit les jeunes qui nous disent pourquoi. Merci. Est-ce que vous avez aimé végétaliser la cour? Qu'on peut jouer aux aventuriers en faisant semblant qu'on est dans la nature avec les végétaux.
Et vous jouez mieux ou pas alors? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a différents jeux. On peut se prendre dans une forêt et on peut croire qu'il y a un saut qui nous poursuit dans la forêt. Pourquoi tu aimes la cour végétalisée du coup? Puisqu'il faut des herbes pour que la terre soit belle. On va devoir passer à la session. C'est Il ça. faut respecter toutes les sessions. Je vous invite à aller jusqu'au bout parce que il y a les résultats de cette démarche vus par les jeunes qui vraiment sont extrêmement intéressantes. Et Valérie Dumontet a commencé son intervention par la valeur du temps, hein. On sait que le cycle d'une innovation, c'est 7 ans. On sait que le cycle pour donner la vie, ou en tous les cas pour que la vie soit comment viable la plus facilement possible, c'est 7 mois, hein, et puis ben, finalement 7 minutes pour convaincre. Et 7 minutes pour convaincre par les jeunes, là où on peut avoir le sentiment que depuis 10 ans, certains n'ont pas compris, montre bien que c'est bien par l'expérience de terrain qu'on peut le faire. Et vous en avez eu la démonstration en direct. Face à ma fragilité numérique, Pascal est venu à mon secours. Et c'est ça la co-construction territoriale. C'est réellement la capacité que chacun d'entre nous peut être très efficace sur certaines choses et beaucoup moins sur d'autres. Eh bien, c'est ça, c'est la capacité de ne pas mettre l'autre en face de ses fragilités, mais bien finalement en face de la force collective que ça produit. Parce que si Pascal n'avait pas été là, vous n'auriez pas eu la vidéo. Et je vous invite à aller jusqu'au bout parce que vraiment, elle vaut la peine. Et ça nous amène à la deuxième session de cette matinée, c'est-à-dire finalement comment ce que l'on a pu vivre dans sa jeunesse, eh bien, peut se traduire ensuite dans son expérience d'apprentissage de sa formation tout au long de sa vie et surtout de son passage de la jeunesse
à la vie professionnelle. Et là, agir ensemble au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, eh bien, c'est un élément d'autant plus déterminant qu'il a été démontré dans le programme de recherche 2019-2024, chef de projet innovation territoriale, que les territoires jouaient un rôle stratégique dans toutes les transitions. C'est le lieu de l'intérêt général à portée de main, c'est le lieu de l'expérimentation. On peut inventer ce qui peuvent être les solutions de demain. Et d'ailleurs, le président Philippe de Sertine le rappelait en introduction. Mais c'est aussi le lieu où on peut créer la confiance entre tous et pas simplement entre soi. Et ça, c'est un élément déterminant. Ce que ces travaux de recherche avaient mené aussi, c'est l'effet de taille d'un territoire. Bien évidemment, si on ne prend pas en compte les effets de taille d'un territoire par rapport à l'autre, eh bien, ça sera impossible de comprendre qu'il ne peut pas être la même démarche de coopération territoriale dans une grande métropole ou dans un territoire ultramarin ou dans une zone extrêmement ruralisée comme le département de l'Aude, et encore une fois, une pensée pour la Corbière tout particulièrement. Et puis le troisième point répond indirectement à la question qui nous a été posée en question. Si nous n'inventons pas les modèles socio-économiques, c'est-à-dire mobiliser les richesses humaines, les ressources financières et les coopérations tous ensemble pour pouvoir trouver des solutions, eh bien, on ne pourra pas résoudre la question parce que, vous l'avez compris, le travail qui a été fait, qui est mis à travers ces jeunes collégiens, ce n'est pas simplement un financement qui est derrière, c'est toute la mobilisation d'un territoire pour rendre possible ce projet. Alors justement, l'importance, finalement, pour une trajectoire durable et inclusive, c'est bien de remettre le projet de territoire, là où chacun d'entre nous est mobilisé, finalement, au cœur de nos débats. Et finalement, ce qui est très intéressant, c'est que dans le cap et le cadre commun, qui est celui de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable, et finalement dans l'émergence et le foisonnement des innovations sociétales et territoriales, comment, eh bien, finalement, ce projet de territoire, celui qui s'incarne concrètement dans une vision partagée de son espace commun pour les 20 à 30 ans, eh bien, finalement, est partagé entre politique publique, envie d'engagement des citoyens et citoyennes et les acteurs économiques dans leur diversité. Et immédiatement, dans ces travaux de recherche, finalement, que nous conduisons avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, cette question du triple rôle de l'acteur académique s'est posée. Bien évidemment, la recherche, comment on passe de la connaissance empirique, ce qu'on vient de voir dans un collège, à un savoir transmissible, et qui devient un savoir transmissible pour tous. Comment l'enseignement permet finalement d'apprendre à piloter la complexité par l'exemple, par le learning by doing. Et puis comment la responsabilité sociétale des établissements eh bien, est un très bel lieu, très bel outil pour assurer et expérimenter son propre changement de modèle, puisque l'acteur académique, l'établissement d'enseignement supérieur, grande école, université, a exactement la même problématique que l'État, que la collectivité territoriale, que les associations, que les entreprises, que nos familles, c'est-à-dire comment on invente le modèle de demain. Et il est intéressant de regarder à travers ce triple prisme, finalement, comment l'acteur académique lui-même met la capacité à co-construire en territoire au cœur de sa capacité de recherche, d'enseignement et de propre transformation. Et là, nous allons avoir deux témoignages extrêmement intéressants. Alors, le troisième, je le disais tout à l'heure, Bruno Hérault, malheureusement, est retenu à l'international, donc ne peut pas être avec nous ce matin, mais finalement, ça va nous permettre de finir un peu moins en retard que ça n'aurait pu être le cas. Mais nous avons deux témoignages absolument passionnants, l'un dans la recherche en pratique, avec le campus AgroParisTech de Clermont-Ferrand, l'autre avec l'émergence d'un enseignement à partir réellement de la pratique avec l'Université du Capitole de Toulouse en partenariat avec le pacte civique. Et avant que nous l'illustrions par la preuve comment les étudiants de l'ETUA l'ont traduit très concrètement à Saumur, je vous propose de commencer par écouter Cécile Cotz. Cécile, vous avez
au sein de l'université, pardon, d'AgroParisTech du campus de Clermont-Ferrand, vous avez depuis plus de 20 ans ouvert cette voie de le territoire comme vision transversale. Et quelque part, peut-être le campus de Clermont, là où les autres sont plutôt sectoriels, par domaine d'action sur l'écologie et l'environnement, vous avez cette transversalité et la chère interaction auquel vous avez largement contribué pendant 5 ans a été justement un moment de réfléchir ensemble sur cette transversalité, tout acteur, tout domaine, tout territoire, à partir de cette réalité territoriale. Et vous avez notamment, fort de tout cela, refondu le cap stratégique finalement de l'établissement de Clermont à travers cette dynamique finalement transversale de ce que vous aviez appris dans cette démarche de co-construction depuis 20 ans. Peut-être finalement votre retour d'expérience et votre vision sur comment ça s'impacte, comment ça se traduit dans l'ingénierie pédagogique, puisque telle est votre responsabilité. Merci beaucoup Charles Benoît pour cette invitation. Bonjour à tous. Je suis ravie de, voilà, de partager avec vous effectivement nos réflexions sur la formation et puis sur la professionnalisation des apprenants et notamment comment on peut aussi amener les apprenants à vivre l'expérience de la coopération territoriale qui est au cœur d'une approche territoriale. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas AgroParisTech, c'est une école qui forme les ingénieurs du vivant. Derrière cette notion, il y a une large palette de profils et de métiers, mais dont notamment les métiers des transitions territoriales, des territoires auxquels s'intéresse le campus de Clermont-Ferrand. Et donc c'est bien de là que je vous parle, comme le disait Charles Benoît. On est une équipe d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs de formation en sciences humaines et sociales. Et donc la spécificité de ce campus, c'est d'être depuis presque 30 ans en proximité très forte avec le terrain. Cette proximité, elle se traduit par la formation continue, mais aussi dans des projets de recherche-action, voilà, qui vont nous amener à travailler avec des collectivités territoriales, des entreprises, des fondations, le Rameau notamment. Et bien sûr, en tant qu'école d'ingénieurs, nous sommes impliqués aussi dans des formations initiales. Et on s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin pour les étudiants ingénieurs d'être formés à la territorialisation des transitions. Et donc cela implique aussi d'inverser leur regard, le regard de l'ingénieur qui apporte une solution, et de les amener vraiment à développer leur capacité de coopération territoriale, d'impulsion de collectifs, en tout cas de travail sur des sujets très, très vastes. Et donc, Charles Benoît l'évoquait, au sein du campus, on a construit récemment un projet qui nous tient à cœur, qui est une dominante de troisième année du cursus ingénieur, qui s'appelle Terrain. Et là, on retrouve les mots-clés un peu de ce qui nous porte, territoire, recherche-action et innovation territoriale. Et si je vous en parle, c'est surtout justement pour illustrer effectivement cette pédagogie qui part du terrain, cette pédagogie du premier kilomètre, comme dirait Charles Benoît, et qui s'intéresse au-delà des compétences à acquérir, à faire réfléchir les apprenants à leur posture professionnelle, c'est-à-dire à ce qui les engage dans l'action. Et c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire de leur permettre, la posture professionnelle, c'est ce qui va leur permettre d'orienter leurs choix, donc d'orienter leurs actions par rapport à une situation particulière, par rapport à un contexte territorial, etc. Et c'est ce qu'on souhaite transmettre à travers cette année de formation. Euh, on s'est appuyé pour ça sur des travaux, notamment en 2024, l'enquête de terrain qu'on a menée sur les chefs de projet en innovation territoriale avec le Rameau et sous l'égide de la Fondation des territoires, auprès des chargés de mission de petits et de moyens territoires qui, finalement, on le voyait, face à des situations de travail qui vont être changeantes, incertaines, parfois sensibles, et ben, on a des professionnels qui sont amenés à faire des pas de côté, à prendre des risques, à dépasser leur expertise et parfois à hybrider, à travailler avec d'autres, bien sûr. Et là, on retrouve la coopération, bien sûr, mais c'est d'autres cultures métiers, d'autres visions. Ils vont voir parfois les plis du territoire. Donc là où finalement on a des collectifs citoyens qui ne sont pas toujours visibles, ou des entreprises qui œuvrent déjà pour les transitions. Et donc comment finalement
associer, tout faire alliance avec tout ça. Et puis, on s'appuie aussi sur l'idée de Christophe Desjours, qui est psychiatre du travail, hein, et qui explique qu'il y a un écart entre le travail prescrit, donc la fiche de poste, sur ce sur quoi on est attendu en tant que professionnel, hein, finalement les compétences qu'on attend de nous, et le réel, c'est-à-dire l'inattendu, les adaptations. On a parlé du temps aussi, donc le temps nécessaire aussi pour faire avancer les choses. Et Christophe Desjours parle du travail vivant comme la manière dont on oriente ses actions pour réduire cet écart entre le prescrit et le réel. Et c'est vraiment ce travail vivant, cette capacité à penser ces pratiques que nous souhaitons aussi engager dans la formation pour les ingénieurs. Mais on retrouve donc cette idée que le travail, c'est pas simplement d'exécuter des règles, hein, des normes, encore moins des cadres de coopération qui convoquent l'humain, hein, mais le travail, c'est aussi donc mobiliser une part de subjectivité. Et donc, il s'agit de penser la formation vers un agir en compétence. Et là, je vous renverrai vers ce que dira certainement tout à l'heure Bernard Alix, qui porte aussi cette idée-là. Et donc, pour toutes ces raisons, la formation qu'on ouvre s'ouvre aussi en formation professionnelle. Donc, elle croise les jeunes en formation initiale et des professionnels qui ont une expérience, mais qui sont à l'œuvre, qui sont à l'épreuve du changement. Toujours. Donc, on voit bien la transition avec les interventions précédentes, hein, sur la jeunesse et puis finalement, qu'est-ce qu'on devient aussi les professionnels en devenir. Et on a vraiment la conviction que ces espaces de formation peuvent bénéficier mutuellement aux professionnels et aux jeunes qui apprennent en travaillant ensemble, en les mettant en situation de réfléchir sur leurs pratiques, leur façon de penser, d'incarner les transitions et les innovations territoriales. Et donc, comment préparer ces apprenants, hein, à intégrer ces dimensions d'aléas, d'incertitude? Comment leur donner la capacité à impulser des projets collectifs ou en tout cas à en prendre part et donc finalement à comprendre les postures qui vont investir, qui vont mobiliser dans leur professionnalité. On est parti, nous, de quatre grands axes, quatre grands piliers pour fonder cette formation. C'est le premier, et on va retrouver l'acteur académique, hein, que nous sommes, c'est de les outiller par la recherche. On parlait, hein, tout à l'heure que écouter, ça s'apprend. La recherche a des outils pour mieux comprendre et agir dans un monde complexe. Donc, c'est comprendre et proposer des voies d'amélioration qui s'adaptent à des enjeux dans les territoires. C'est développer une compréhension globale et interdisciplinaire, justement pour capter cette complexité et se mettre à l'écoute des dynamiques et des enjeux d'un territoire. Donc, le premier pilier, c'est celui-là. Le second, c'est vraiment l'action. Donc, c'est expérimenter par des dispositifs de coopération à partir du terrain et dans de vraies situations qui sont amenées par des partenaires, donc des acteurs locaux qui vont venir participer à la formation. On a notamment un territoire qui va faire le fil rouge sur l'année et c'est important pour nous qu'on ait un territoire sur lequel on revient avec les apprenants parce que ça permet aussi de se sentir engagé, de voir l'évolution du territoire, d'en comprendre davantage les éléments invisibles et de penser du coup les actions qu'on souhaite mettre en œuvre en tant qu'apprenant en conséquence. On vient pas juste une semaine, on va y revenir. Donc, on a aussi un impact, on a une valeur affective avec ce territoire qu'on rencontre dans une situation donnée. Le troisième pilier qui nous semblait important, c'était d'hybrider les regards et les outils. Donc là, je ne vous apprends rien quand on est dans cette coopération territoriale, hein. On va être amené à rencontrer du monde, à avoir d'autres visions. Et ça peut bousculer les approches qu'on a nous-mêmes, notre pratique. Et donc la formation, par exemple, va proposer des modules où les apprenants coopèrent avec d'autres étudiants, notamment des étudiants des beaux-arts ou encore des zootechniciens. Et donc c'est cette mixité vraiment des cultures, hein, dans certains modules qui va obliger à faire un pas de côté, qui peut bousculer aussi, qui n'est pas toujours évidente,
Ils peuvent travailler sur des controverses locales, par exemple l'exploitation minière ou les maladies animales, comme on a vu récemment, malheureusement dans les Alpes, qui vont avoir des impacts, certes économiques, mais aussi des impacts potentiellement dans les représentations du sensible des gens, dans la mythologie, dans les techniques, dans la biologie. Et donc, voilà, se confronter à d'autres approches, c'est aussi mieux comprendre la complexité et son propre positionnement professionnel. Et enfin, je terminerai là, Charles Benoît. L'idée, c'est vraiment d'amener les étudiants à déployer une posture réflexive et donc à devenir finalement des professionnels apprenants. Se dire qu'il y a une culture de l'apprentissage en continu, qu'on est toujours dans un cheminement. Je crois que c'est Valérie qui parlait de chemin. Voilà, on l'est aussi nous en tant que professionnels et donc devenir un professionnel apprenant, c'est important. Et donc agir en territoire, voilà, pour l'enseignement supérieur que je représente en tout cas, et la formation professionnelle, c'est vraiment naviguer entre théorie, expérience, réflexivité pour penser le travail vivant. Merci infiniment, Cécile. Et j'invite vraiment tout le monde à prendre connaissance, et il est en accès sur la plateforme Klaxoon déjà mise en accès. La note que vous avez coécrite avec Laurent Lély, justement, sur cette question de ce chef de projet innovation territoriale dont personne aujourd'hui peut définir exactement encore ce qu'il sera demain. Hein. Nous ne sommes pas encore en 2030. Le DD17 n'est pas encore une réalité incarnée sur tous nos territoires à travers le monde. Mais en revanche, de cette importance finalement de valoriser ce qui existe déjà. Et c'est là où nous en sommes du chemin, et vous finissiez par ce chemin, je pense que c'est vraiment important de dire... euh, euh, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne. N'oublions pas cette troisième finalement situation. Nous ne savons pas tout, mais nous ne savons pas rien. Qu'est-ce qu'on fait entre deux? Et je pense que cet élément est un élément vraiment de confiance. Et ce que vous avez redéterminé sur les quatre piliers finalement de cette formation me semble essentiel, d'autant plus que vous avez rappelé finalement en introduction que entre l'expertise de la solution et puis finalement l'écoute du premier kilomètre des besoins, ça n'est pas une opposition, c'est comme si on opposait l'œuf et la poule, c'est bien une articulation. Et après tout, puisque nous sommes avec AgroParisTech, je me permettrai cette petite métaphore. Certains utiliseront le mur par rapport au pont et quelque part en rappelant que c'est bien le génie, qu'il soit civil ou militaire, qui construit des ponts. Mais je prendrai, puisqu'on est avec AgroParisTech, l'articulation entre l'arbre et l'eau. Comment opposer la verticalité d'un arbre avec l'horizontalité de l'eau? C'est bien parce que l'eau coule que l'arbre peut se nourrir, et c'est bien parce que l'arbre se nourrit que quelque part nous avons une vie qui peut être durable. Et donc quelque part, dans ce que vous montrez dans la réconciliation entre théorie et pratique, je pense que Henri Bergson doit se réjouir qu'enfin il peut considérer qu'il est à la même dimension qu'Auguste Comte. On avait un peu oublié quelque part que derrière la théorie, finalement, l'expérientiel avait une valeur. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette valeur, elle peut partir dans la formation de l'acteur académique que vous êtes, mais elle peut partir aussi de l'initiative citoyenne que représente Georges Ders aujourd'hui. Et notamment, j'évoquais, cher Georges, le côté très impressionnant que j'avais pu avoir lorsque, en voyage d'études en Occitanie, en 2018, sur justement l'hybridation des pratiques aux côtés des entreprises, comme les caisses d'épargne, dont nous fêtions à l'époque les 200 ans, dans les associations, dans les universités, à travers l'université Paul Sabatier de Toulouse, mais aussi dans les associations et les collectivités à Tournefeuille. Vous aviez finalement démontré comment la collectivité et la fédération Léo Lagrange avaient co-construit avec les jeunes une politique finalement très non seulement de co-construction, mais aussi de co-gestion de cette dynamique-là, extrêmement intéressante dans cette dynamique. Et de cette expérience et de multiples autres expériences, vous avez décidé, notamment en partenariat avec le Pacte civique, de lancer un diplôme universitaire justement pour valoriser cette pratique dont parlait Cécile Cotte, cette pratique transversale extrêmement utile. Vous avez exactement
4 minutes pour nous en parler, puisque si nous voulons finir à l'heure, eh bien, pour pouvoir recommencer à l'heure, bien évidemment, eh bien, il nous reste 4 minutes. Georges, bien évidemment, on pourra reprendre sur la base de cette expérience en début d'après-midi, puisque de toute façon, vous avez vu, entre la jeunesse, la façon dont nous nous formons les uns et les autres, et Cécile nous a rappelé tout au long de la vie, eh bien, il y aura un lien tout à fait évident avec la prochaine session qui sera sur le piloter au quotidien dans nos pratiques professionnelles. Cher Georges, la parole est à vous. Parlez-nous un peu de ce nouveau DU que vous avez co-construit depuis fort longtemps. Ok, merci Charles Benoît. J'espère que la connexion va être stable. C'est le Voilà, problème de donc, l'Occitanie. oui, voilà. Alors, pour hybrider, comme on dit plusieurs personnes, dont Cécile, mais quelqu'un l'avait dit avant aussi, il faut soi-même être un peu hybride, hein, ce qui est mon cas. Hein. Je suis enseignant, chercheur, acteur sur le terrain, dans plusieurs associations, en plus de l'université, le Pacte civique, mais aussi l'université. Et auparavant, j'ai bossé aussi pour l'Institut national du développement local, la DATAR, etc. Voilà. En étant hybride, c'est-à-dire en mettant les pieds un peu dans tous les types d'acteurs, on les connaît, ils vous connaissent, et l'interconnaissance, c'est un facteur de rapprochement, de confiance, de proximité, comme disent les économistes. C'est pas que la proximité géographique, c'est aussi la proximité psycho-affective. Hein, voilà. Et on arrive au psycho-affectif, on arrive au lien, aux ingénieries du lien, aux ingénieries de comment on fait émerger les liens, pour être très précis, et je travaille beaucoup là-dessus. C'est ce que les jeunes avec qui je travaillais à Léo Lagrange ont appelé les groupes d'émergence. J'ai gardé l'expression groupe d'émergence des liens créatifs. C'est ce que je fais à l'université dans le DU coordonner et animer la transition des territoires. Il y a 2 jours que j'anime sur les gens ne se connaissent pas. Il y a des étudiants du master, il y a des étudiants qui viennent des activités professionnelles, qui sont plus âgés, donc ils ne se connaissent pas. Donc 2 jours pour vraiment faire connaissance sur les motivations profondes, les aspirations profondes, les parcours que ça a permis ou pas de faire, et donc repérer les liens, les complémentarités, comme vous avez dit plusieurs fois, certains, mais aussi les communs, mais aussi les complémentarités. Cette ingénierie est très simple, accessible à tous. C'est pour ça qu'avec le Pacte civique, d'ailleurs, je la pratique aussi sur du territoire. Par exemple, à Nantes, lors du printemps des fragilités, on a fait ça sur une place publique. On va le refaire à Montpellier, sur une place publique avec la chaire complexité UNESCO. Donc, il faut un dispositif d'intermédiation, comme on dit, intermédiation créative, locale, avec simple, accessible à tous. Tout le monde peut venir. Hein. Ça marche. En 3 heures, ça peut marcher. On voit le processus de reliance en 3 heures. Voilà. Après, pour former des animateurs, développeurs, catalyseurs, moi je le dis comme ça, hein, animateurs, développeurs, catalyseurs, il faut un processus plus long, en 8 heures ou 70 heures. Enfin, il y a plusieurs formats qu'on va développer avec le Pacte civique. Et on va le faire en dehors de l'université, parce que l'université, ça reste un cocon quelque part. Hein. On peut l'ouvrir, comme vous avez dit, plusieurs, mais ça reste quand même enfermé. C'est pour ça que certains parlent aujourd'hui d'université hors les murs. Hein. Donc nous, avec le Pacte civique, on va faire ça sur toutes sortes de territoires, puisqu'on a des collectifs dans plusieurs régions, et on va former des animateurs, développeurs, catalyseurs. Ces formations seront ouvertes à tous, et ces animateurs, développeurs, catalyseurs auront pour mission d'organiser et d'animer des dispositifs d'intermédiation créative locale, ouverts à tous, très important, y compris aux plus fragilisés sur les territoires, qu'on ne voit jamais dans les dispositifs de coopération, hein, puisqu'ils sont complètement oubliés en général, hein, alors que les fragilités peuvent devenir capabilités. Et c'est tout un travail que ces groupes permettent aussi. ATD Carmonde l'a fait, Territoire zéro chômeur de longue durée l'a fait, puisque ce sont des chômeurs de longue durée qui arrivent à redynamiser des territoires avec des acteurs publics, privés, associatifs, bien sûr, pas tout seuls. Ils arrivent à créer des activités sur 75 des territoires. Donc, ils ont créé 4 ou 5 000 emplois durables pour eux-mêmes. Donc, on voit on sait que c'est possible, et cette expérience est remarquée en Europe et dans le monde entier comme une des plus innovantes. On va suivre cet exemple, donc on va s'inspirer de cet exemple pour travailler donc sur tous les territoires, à enlever des dispositifs ouverts à tous.
Voilà. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Merci. Alors, répondu dans les temps, clair, extrêmement intéressant. Et c'est là où ce que vous rappelez, et c'est un peu comme dans la première partie, c'est la complémentarité entre le monde académique et l'éducation populaire, qui ne s'oppose pas, mais qui s'articule bien évidemment, puisque finalement, c'est bien cette université hors les murs dont vous parlez, qui est extrêmement complémentaire à l'action académique. Et c'est là encore où on voit à quel point, eh bien, il est indispensable d'avoir finalement une diversité de réponses par rapport à une diversité de besoins. Alors pour conclure cette première phase et cette deuxième session tout au long de la vie, on peut conclure que finalement, on a vu que cette capacité de coopération territoriale, elle a finalement trois impacts à des temporalités extrêmement différentes. La performance à 18 mois, et on a vu à quel point on pouvait rapidement produire quelque chose. Georges vient de nous redire, on peut en 3 heures avoir les bases déjà pour valoriser ce qu'on sait déjà faire, pas pour développer quelque chose qui n'existerait pas, mais pour révéler ce qu'on sait déjà faire. On a vu l'innovation qui demande un cycle un peu plus long, mais tout ce travail qu'on est capable de faire en 7 ans, qu'on ne pourrait pas faire en 7 jours, combien il est important de le préserver, et peut-être plus encore. Si on prend les 4 sessions de 7 ans, eh bien, nous arrivons, les 4 saisons de 7 ans, nous arrivons au temps de la confiance, les fameux 28 ans. Et juste pour conclure, puisque nous avons Georges en face de nous, Georges se souviendra peut-être qu'en 2018, nous avions fait un voyage d'études en Occitanie, justement parce que pour les 200 ans des caisses d'épargne, nous avions démontré, preuve à l'appui, dans des cycles de 28 ans au niveau de l'intérêt général depuis 1818 et de la caisse d'épargne qui était née en 1818, nous avions fait une analyse comparée de la dimension d'intérêt général et économique à travers cet acteur un peu particulier que sont les caisses d'épargne, pour montrer finalement cette capacité à renouveler nos modèles en permanence si on sait prendre le temps de cette confiance. Et je me souviens très bien parce que j'étais invité aux 200 ans à présenter aux grandes fêtes, etc. Et c'était Stéphane Bern qui présentait le sujet, et j'avais le schéma récapitulatif de ces 200 ans, de l'histoire d'intérêt général, de l'histoire des caisses d'épargne. Et Stéphane m'a dit, mais Charles Benoît, vous avez 7 minutes, hors de question, vous ne présentez pas ce slide. Et je lui ai dit, mais Stéphane, j'ai 7 minutes, je respecte le temps que vous avez vous en tant que journaliste, respectez le temps que moi j'ai en tant que chercheur. Et je peux vous dire à quel point cette logique de remettre dans une temporalité longue ce que nous sommes en train de dire est un élément de réassurance. Et peut-être que l'acteur académique ou l'éducation populaire, dans leur complémentarité, ont à nous rappeler que si nous ne remettons pas dans une logique de temporalité la réalité de ce que nous vivons, nous allons dans le mur. Tout le monde sait que pour une souris, il faut 21 jours, pour un éléphant, il faut 24 mois, et nous sommes à peu près entre les deux. On ne peut pas avoir un éléphant en 21 jours sous risque de mutation pas tout à fait souhaitable. Et donc la question, voulons-nous des marguerites pour le printemps prochain, ou voulons-nous planter des cèdres du Liban dont nous serons fiers dans 100 ans, autrement dit, dont les générations suivantes seront fières? C'est la question de notre société, peut-être de notre civilisation aujourd'hui. Et je vous propose cet après-midi, à partir de 14 heures, de pouvoir regarder comment concrètement, dans leur vie professionnelle, des femmes et des hommes, des organisations, des institutions, des acteurs académiques travaillent ensemble pour que cette réalité qui ne choisit pas entre le plaisir d'avoir des marguerites dans nos champs et de planter des cèdres du Liban soit une réalité au quotidien, et faire ensemble que oui, nous pouvons le dire aujourd'hui aux 10 ans des objectifs de développement durable. Ce n'est pas parce que nous avons le sentiment que quelque part tout a dérapé que nous ne sommes pas en train de construire l'avenir du futur de nos enfants et de leurs petits-enfants. C'est justement dans les changements tels que nous les vivons actuellement, lorsque l'on doute, que sans doute la transformation est déjà là. Nous verrons comment elle se traduit concrètement
dans l'avenir professionnel des acteurs publics et privés dès 14 heures. Je vous invite à nous y rejoindre. À tout à l'heure.